C'est l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, le prix du pétrole lampant et du gasoil a augmenté jusqu'à 190 arrières le litre pour ce mois de février, selon le communiqué publié aujourd'hui par l'OMH. En ce qui concerne l'essence, la hausse est de 130 arrières. Cette augmentation s'inscrit dans la continuité du mécanisme d'ajustement automatique des prix. Les détails sur les images de Yves Chanel. Le prix du litre d'essence est désormais fixé à 5100 arrières contre 4970 arrières auparavant. Le gasoil, quant à lui, est passé de 4670 arrières à 4860 arrières. Concernant le pétrole lampant, son prix a augmenté pour atteindre 3710 arrières contre 3520 arrières précédemment. Au vu de ces chiffres, une hausse comprise entre 130 et 190 arrières a ainsi été enregistrée sur les prix du carburant à Madagascar. Cette augmentation a été appliquée dans le cadre de la poursuite du mécanisme d'ajustement automatique des prix. Sur le plan international, le prix du baril a augmenté de 3%, se situant actuellement entre 68 et 69 dollars. Et on poursuit avec les actualités sociales. 12 personnes ont perdu la vie suite au passage du cyclone Fiti à Madagascar. Le nombre de sinistrés dépasse désormais les 78 000 selon le rapport provisoire communiqué ce matin par le BNGRC. Les détails avec Fanjessé Damirai. 37 districts et 9 régions ont été touchés par le passage du cyclone Fiti à Madagascar. 12 décès ont été enregistrés, répartis comme suit. 2 à Tananarive 2, 1 à Mbadbouene, 4 à Soualal, 4 à Nzouzourbe, 1 à Madzanga 2. Selon le rapport provisoire du BNGRC, 78 372 personnes ont été sinistrées, réparties au sein de 18 824 ménages. 31 476 personnes ont été déplacées, dont 24 341 actuellement hébergées dans 59 sites d'accueil. Concernant les dégâts matériels, 13 805 habitations ont été inondées, 2212 maisons ont subi des dommages et 1951 habitations ont été totalement détruites. Et toujours dans ce contexte, les habitations nécessitent un entretien régulier afin de prévenir les risques d'effondrement, surtout en cette période de pluie. Les occupants des maisons classées comme vulnérables peuvent alerter immédiatement les autorités du Fouktane ainsi que les sapeurs-pompiers. Les détails sur les images de Yves Chanel. Une maison s'est effondrée hier à Boumanamboul. Un autre cas a également été signalé à Krawatch. Les fortes pluies provoquant l'humidification des murs, suivies d'une chaleur excessive, sont à l'origine de ces effondrements. À cela s'ajoutent les fissures apparentes sur les murs. Selon les normes, chaque propriétaire doit procéder à l'entretien de sa maison au moins une fois par an, en vérifiant notamment les fissures des murs, l'accumulation d'eau et l'état de la toiture. En cas de fissure, il est impératif d'en informer immédiatement les responsables au niveau du Fouktane, rappelle le commandant Khalaiva Nour Éric Olivier, chef de corps des sapeurs-pompiers de Teralalan. L'entretien d'une maison n'est pas un simple luxe, mais une responsabilité. Une habitation bien entretenue protège des vies face au risque d'effondrement. Un nouvel épisode de mauvais temps menace à nouveau Madagascar en ce moment. Selon les informations communiquées par le service météorologique, une zone de forte perturbation est actuellement observée au nord-est de l'île. Son centre se situe à plus de 1500 km à l'est, légèrement au nord-est d'Andala. Toutefois, ce mauvais temps n'aura pas d'impact sur les conditions météorologiques du pays au cours des 5 prochains jours. Natera Koutoumaf pour plus de détails. Alors que Madagascar est encore en phase de redressement après le passage du cyclone Fiti, une nouvelle zone de perturbation est en cours de formation au nord-est de l'île. D'après les informations fournies par le service météorologique, le centre de la zone orageuse, situé à 1527 km à l'est, légèrement au nord-est d'Antala, fait déjà l'objet d'une surveillance étroite. Les amas nuageux associés commencent à être bien visibles selon les relevés effectués par les techniciens météorologues dans les zones environnantes ainsi que les données satellitaires. Les vents qui l'accompagnent atteignent environ 45 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 55 km/h sous les orages.
Le système s'est déplacé vers l'ouest, légèrement au sud-ouest, à une vitesse de 10 km/h hier après-midi. Concernant son évolution au cours des 5 prochains jours, et selon les estimations générales de son environnement, cette zone nuageuse pourrait se transformer en cyclone dans les 2 prochains jours et porter le nom de Gézani si les conditions cycloniques requises sont réunies. D'après les premières prévisions, ce mauvais temps pourrait menacer la partie centre au sud-est de l'île au cours de la semaine prochaine. Néanmoins, aucune influence sur les conditions météorologiques à Madagascar n'est attendue au cours des 5 prochains jours. Si ce système évolue en cyclone, il s'agirait du 10e cyclone de la saison cyclonique 2025-2026. La météo Madagascar appelle d'ores et déjà l'ensemble des autorités en charge de la gestion des risques et des catastrophes, ainsi que tous les acteurs concernés, à se préparer aux actions préventives nécessaires afin de protéger les populations potentiellement exposées. Les habitants de la côte est, de Imbatso jusqu'à Anos, sont particulièrement invités à suivre de près l'évolution de ce phénomène. L'évolution de cette zone orageuse continuera d'être étroitement surveillée, conformément au communiqué du service météorologique. Et santé à présent, 10 nouveaux cas confirmés de l'épidémie de Mpox, également appelée variole du singe, ont été enregistrés à Madzang. Par ailleurs, 12 cas suspects ont été recensés à Madagascar jusqu'au 3 février dernier. À cette même date, 14 personnes étaient déclarées complètement guéries, selon les statistiques publiées hier par le ministère de la Santé publique. Natera Koutumav nous fait le point. La région Bouéni, notamment Madzang, demeure la localité présentant le taux le plus élevé de personnes atteintes de la Mpox à Madagascar. C'est également dans cette ville que le premier cas a été détecté le 18 décembre 2025. Sur un total de 243 cas confirmés jusqu'à la date du 3 février 2025, 177 proviennent de Madzang. Concernant les nouveaux cas détectés jusqu'au 3 février 2026, 10 cas confirmés ont été enregistrés, tous localisés à Madzang, tandis que 12 cas suspects de Mpox ont été identifiés. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. 14 personnes ont été déclarées guéries à la date du 3 février, portant à 133 le nombre total de personnes complètement rétablies depuis le début de l'épidémie. Selon les données générales, Madagascar compte actuellement 240 cas confirmés de Mpox et 189 cas suspects. Plus de la moitié des tests effectués se sont révélés positifs, 50,41% des prélèvements confirment la présence de la Mpox. En économie, l'AGOA ou African Growth and Opportunity Act, accord commercial entre les pays africains et les États-Unis, est maintenu et appliqué pour une durée de 1 an allant du 30 septembre 2025 au 31 décembre 2026. Cet accord permet de bénéficier d'avantages spécifiques pour l'exportation des produits vers le marché américain, dont Madagascar fait partie des pays bénéficiaires. Par ailleurs, la mise en place de stratégies visant à préserver les avantages de l'AGOA au-delà de cette échéance se poursuivra. Toujours un reportage signé Natera Koutumav. L'accord commercial entre Madagascar et les États-Unis à travers l'AGOA ou African Growth and Opportunity Act est à nouveau maintenu pour une durée d'1 an. Il s'agit d'un accord entre les pays africains et les États-Unis permettant d'obtenir des avantages particuliers pour l'exportation de produits vers le marché américain. Pour rappel, l'année dernière, les autorités américaines avaient décidé de mettre fin à l'AGOA et d'en modifier le cadre à la fin du mois de septembre 2025. Depuis lors, Madagascar, aux côtés des autres pays africains concernés, a mené toutes les démarches diplomatiques nécessaires afin de prolonger le dispositif dans le but de préserver les avantages pour les deux parties et surtout de protéger les opérateurs économiques. Cette requête a été acceptée par les États-Unis à travers la signature du président américain de l'acte officialisant le maintien de l'AGOA pour une durée d'1 an, du 30 septembre 2025 au 31 décembre 2026. Cette prolongation permet ainsi aux opérateurs économiques de continuer à bénéficier de conditions préférentielles, notamment l'allègement des droits de douane pour l'exportation des produits malgaches vers le marché américain. Toutefois, cette extension vise également à préparer les opérateurs aux réformes envisagées par les États-Unis concernant l'AGOA, car il est déjà établi que ce dispositif fera l'objet de modifications. Madagascar participe d'ores et déjà aux discussions et concertations relatives à cette réforme par l'intermédiaire de son ambassade à Washington, ainsi que du ministère de Commerce et de la Consommation. L'objectif est de préserver les avantages acquis et de consolider l'accord commercial entre Madagascar et les États-Unis. À titre de rappel, environ 47 entreprises malagasy
exportent directement leurs produits vers le marché américain, notamment dans le secteur du textile et de l'habillement, de la vanille, du girofle, des huiles essentielles, ainsi que des ressources minières telles que le nickel, le cobalt, entre autres. Et les femmes ont désormais leur place dans le monde de la mécanique. Cette activité n'est pas réservée uniquement pour les hommes. Ainsi, les femmes formées dans le cadre du projet Meka Mama se distinguent particulièrement par leurs compétences. Fadjessena Mireille, Yves Janel. Les femmes sont capables d'exercer toutes les activités liées au domaine de la mécanique. Avec de la volonté et de la détermination, le travail devient accessible. Être une femme n'est en aucun cas un obstacle, et les femmes ne sont pas inférieures aux hommes dans ce secteur. Pour ces femmes ayant suivi le projet Meka Mama, la formation ne se limite pas uniquement à la mécanique, mais vise également à leur permettre d'accéder à une autonomie totale. Par rapport à l'année dernière, la formation se déroule. Alors l'année dernière, s'est déroulée en 2 temps. Les filles avaient 100% de théorie donc chez Sodiama, et ensuite elles sont parties en stage pendant 6 mois complets chez nos partenaires. Cette année, on fait une alternance dès le départ. Ça veut dire qu'elles vont passer 1 semaine avec nos formateurs et 1 semaine en formation directement dans les garages. Et au bout de 6 mois, elles seront pleinement en formation. Là, pour le moment, on fait la formation ici à Henri Fraise, mais on a un local qui est en cours d'aménagement, dont on fera l'ouverture officielle au mois de mars, qui servira donc de garage-école. Donc elles auront des conditions normalement pratiques, tant au moment de la formation que quand elles seront chez les partenaires. La formation suivie par ces femmes a duré 1 année. En plus des cours théoriques, des stages pratiques ont été réalisés au sein des grandes entreprises. Les participantes au projet Meka Mama se sont distinguées par leurs compétences lors des travaux pratiques effectués. C'est un stage vraiment dans le bain parce que ces stagiaires ont déjà des formations théoriques dans leur école spécifique. Et puis pour nous, c'est vraiment se mettre dans le bain du métier avec la caisse et en dessous des voitures. Et on était quand même un peu étonnés de voir. On a eu des stagiaires filles sortant des grandes écoles, de Polytechnique et tout. Mais quand on a vu les stagiaires de Meka Mama, on était un peu surpris, agréablement surpris, parce qu'elles sont vraiment opérationnelles, vraiment comme notre technicien ou mécanicien. Elle se met dans le bain, elle se met dans la caisse, donc c'était bien. Aujourd'hui, des équipements ont été remis aux femmes ayant achevé leur formation. La nouvelle promotion de femmes bénéficiaires du projet Meka Mama a également été officiellement lancée. Et en politique, 6 partenaires financiers et techniques internationaux se disent prêts à apporter de l'appui à la CENI dans la préparation des élections et du référendum, a déclaré le président de la CENI, Manantsu Thierry Rakoutenarive, mardi dernier, à l'issue de sa rencontre avec la représentante de l'OIF dans l'océan Indien. Toutefois, à ce stade, la CENI n'envisage pas encore de proposer un calendrier pour les élections sénatoriales. Les partenaires financiers et techniques internationaux attendent l'expression des besoins de la Commission électorale nationale indépendante concernant les dépenses liées à l'organisation des élections ou du référendum, selon le président de la CENI. Pour rappel, la Haute Cour constitutionnelle, dans sa décision du 28 janvier 2026, a indiqué qu'il revient à la CENI d'établir et de proposer un nouveau calendrier pour les élections sénatoriales. Par ailleurs, le président de la CENI, Manantsu Thierry Rakoutenarive, a annoncé que l'institution n'envisage pas encore, pour le moment, de présenter un calendrier électoral pour les sénatoriales. Selon ses explications, la CENI, à tous ses niveaux, participera à l'élaboration du code électoral ainsi que de la Constitution dans le cadre de la concertation nationale. Le système des Nations Unies à Madagascar, le PNUD, la délégation de l'Union africaine, la délégation de l'Union européenne, ainsi que l'ambassade et la représentation de l'OIF dans l'océan Indien se sont déjà rendus au siège de la Commission électorale nationale indépendante depuis le 28 janvier dernier, où des échanges ont eu lieu autour de l'organisation du processus électoral.
C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le dernier traité de contrôle des armes nucléaires est arrivé à son terme. Dans la soirée, la veille, Moscou a déclaré « Nous ne sommes plus tenus par aucune obligation dans le cadre de la traité ». La Russie a cependant assuré qu'elle agirait de façon réfléchie et responsable en matière nucléaire. France 24. Du traité New Start signé le 8 avril 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev, entré en vigueur le 5 février 2011. Il devait être effectif pour 10 ans jusqu'en 2021 donc, mais à cette époque, Joe Biden et Vladimir Poutine décident de le prolonger jusqu'en 2026. Ce traité, ce n'est pas du désarmement regardé, mais plutôt une limitation de l'arsenal pour chaque pays. Ça veut dire 800 lanceurs et bombardiers lourds maximum et 1550 ogives nucléaires déployées. Le traité prévoit aussi un système d'inspection du respect de ces engagements avec des vérifications plusieurs fois par an. Donc un accord de confiance entre les deux puissances mondiales qui détiennent à elles deux plus de 90% des armes nucléaires du monde. Mais en 2003, regardez, coup de théâtre, un an après le début de la guerre en Ukraine, Moscou annonce suspendre certains aspects clés de l'accord comme l'échange de données sur les stocks et les inspections sur site. La Russie ne s'en retire pas pour autant et continue à respecter les limites numériques concernant les ogives, les missiles et les lanceurs. Depuis 2003, pas d'annonce jusqu'en septembre dernier où le Kremlin a proposé à Washington de prolonger l'accord d'un an. Bonne idée, avait dit le président Trump, mais il n'avait pas donné suite. Et son porte-parole n'a pas été rassurant. Regardez, pour la première fois, la Russie et les États-Unis se retrouveront sans document fondamental qui limiterait et contrôlerait ces arsenaux. Le monde se trouvera dans une situation plus dangereuse qu'il ne l'a jamais été. Et lundi, Barack Obama avait d'ores et déjà lui aussi prévenu. Regardez, juste ici, il le dit, cela pourrait déclencher une nouvelle course aux armements, rendant le monde moins sûr. En fait, ce New Start est l'aboutissement d'un long parcours qui a commencé dans les années 70. L'ancêtre du New Start s'appelait SALT pour Strategic Arms Limitation Talks. Le premier volet, signé en 1972 entre les présidents Nixon et Brejnev, concernait les armes stratégiques offensives. Le deuxième volet, SALT II, signé en 1979 entre Carter et Brejnev, portait lui sur la limitation des armements stratégiques, mais lui n'a jamais été ratifié. À la fin de la guerre froide, SALT change de nom et devient Strategic Arms Reduction Treaty sous l'impulsion de George Bush père et Mikhail Gorbatchev. À l'époque, les deux superpuissances pointaient quelques 20 000 ogives stratégiques l'une contre l'autre. Grâce à ce traité, ce chiffre a été ramené à 6 000 ogives maximum par pays. Et on l'a vu, avec New Start, ce chiffre a encore été réduit à 1550. Les Ukrainiens vivent un hiver glacial alors que les frappes russes détruisent des infrastructures énergétiques du pays, dégradant la situation. 24. Jamais Kiev n'avait eu aussi froid, avec des températures records qui descendent jusqu'à moins 30 degrés. Une sensation glaciale, amplifiée par les coupures d'électricité et de chauffage, provoquées par le pilonnage des infrastructures énergétiques par l'armée russe. Il y a plein de monde, tout le temps. Les habitants viennent chercher un peu de chaleur à la soupe populaire, à l'image de Yulia Dolotova, mère de 2 enfants. Toute la journée, on n'a pas d'électricité. On n'arrive pas à cuisiner pour nos enfants. Même quand on a du chauffage dans l'immeuble, quand je me réveille le matin, il fait 10-12 degrés dans l'appartement. Je vois la glace sur les fenêtres. À la nuit tombée, la capitale ukrainienne plonge dans le noir. Yulia Dolotova rentre chez elle avec son enfant de 18 mois. Faute d'électricité, elle doit monter les 6 étages à pied avec la poussette. C'est devenu une routine que je fais plusieurs fois par jour. Le matin, les enfants ont besoin de respirer l'air frais, de sortir. Ces exercices imposés permettent au moins à Yulia Dolotova de se réchauffer. D'autres n'ont pas cette chance. Maria Gocharenko, 92 ans, ne se déplace plus. Frigorifiée, il fait 6 degrés dans son appartement. Ses mains sont glacées, regarde. Son état empire quand il fait froid. Elle ne se sent pas bien. Il faut que tu gardes ton écharpe pour garder un peu de chaleur, ma petite mamie. Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a mené une attaque aérienne, la plus puissante depuis le début de l'année.
Des infrastructures énergétiques ont été touchées. Des centaines de milliers de personnes ont été privées de chauffage à travers tout le pays. À la une de la presse ce jour, des pigeons espions développés en Russie, un ami virtuel qui pourrait vous surveiller, des centaines de journalistes licenciés au Washington Post et un ministère du sexe qui fait grincer des dents en Arménie. France 24. Il y a eu beaucoup de réactions dans la presse. Je vous ai sélectionné quelques articles. Tout d'abord, cet article du New Yorker qui propose une analyse sur comment le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a fait tomber le journal. Voilà ce que titre le quotidien. Le milliardaire a racheté en 2013, pour rappel, le Washington Post pour le sauver. Je cite, au lieu de cela, avec des licenciements massifs, il l'a plongé dans un profond déclin. Écrit le New Yorker. The Atlantic, lui, titre l'assassinat du Washington Post. Le magazine explique que Jeff Bezos veut anéantir, je cite, le journal. En tout cas, depuis sa reprise des coupes budgétaires, réduction d'effectifs il y a quelques années déjà, l'arrêt d'un podcast et puis ces nouveaux licenciements massifs, 300 journalistes licenciés, c'est un tiers des effectifs. Selon International Business Times, c'est une façon pour Jeff Bezos de se rapprocher de Donald Trump. Cette édition touche à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Passez une bonne soirée en notre compagnie.